Bien, bonjour, bonjour à tous, à toutes, pour donc ce webinaire consacré à l'IP Box, donc un dispositif qui est encore aujourd'hui assez méconnu de la part des entreprises, mais enfin qui existe concrètement. Donc, on va vous présenter les grands principes et le fonctionnement de ce dispositif. Dans le but déjà de savoir si vous êtes concerné, alors concerné présentement ou dans un futur plus ou moins proche. Je vais donc présenter Global Vision très vite pour ceux qui nous connaissent pas encore très bien. Donc Global Vision, c'est un studio d'innovation ouverte qui accompagne les entreprises pour les aider à concrétiser leurs projets en mobilisant des ressources extérieures et notamment des ressources financières. Et puis on est accompagné aujourd'hui par Martin Attier, avocat spécialisé sur les sujets de financement, de l'innovation et de la R&D, et donc qui va nous expliciter certains points liés à l'IP Box aujourd'hui. Martin, je te laisse te présenter. Merci Anthony, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai fondé le cabinet Ati Avocat il y a maintenant 5 ans. C'est un cabinet qui intervient sur tous les sujets liés à la propriété intellectuelle, avec une spécificité sur les domaines quand même du technique, brevet, logiciel, R&D, et également sur les aspects de financement de l'innovation. Donc ça va des sujets juridiques sur les dispositifs crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, et avec un focus particulier sur l'IP Box, qui est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, on va basculer sur la présentation. Donc, au sommaire de cette présentation, bah, on commencera par évidemment, comme il se doit, les aspects juridiques, les textes de référence liés à l'IP Box. On présentera les grands principes généraux de l'IP Box, la présentation du calcul, comment se calcule voilà, l'IP Box, quelques points cap particuliers. On présentera un exemple pour illustrer le sujet. Et puis évidemment, on vous présentera comment on peut vous accompagner sur le sujet de l'IP Box. Alors pour commencer, donc le premier point, présentation du cadre juridique lié à l'IP Box. Donc, c'est un dispositif qui est relativement récent, finalement, qui est en œuvre depuis l'année 2019, Martin. Tout à fait. Tout à fait. C'est un dispositif qui vient prendre la relève d'anciens dispositifs qu'on appelait les patent box, qui étaient mis en œuvre dans de nombreux pays. L'IP Box, la spécificité, c'est que sous l'impulsion du coup de l'OCDE, il y a eu une modification au niveau international dans différents États et notamment dans l'Union européenne, parce que la Commission européenne a poussé les États à se mettre en conformité avec les travaux de l'OCDE. Donc on a eu un nouveau dispositif qui est ce qu'on appelle l'IP Box désormais. Pourquoi? Parce que ça ne concerne plus nécessairement, notamment en France, que les brevets, c'était plus une patent box. On va voir, il y a les logiciels, etc. Ce dispositif vise, et ça on va en parler peut-être un petit peu après, à éviter d'anciennes pratiques qui étaient jugées comme étant fiscalement dommageables sous l'empire des régimes de patent box, en évitant l'érosion de la base taxable. Donc c'est pour ça que depuis le 1er janvier 2019, on a en France un article 238 du Code général des impôts qui on consacre ce qu'on appelle l'approche Nexus, l'IP Box, en droit français. Donc, effectivement, le cadre juridique, donc effectivement, cet article du Code général des impôts, l'article 238, évidemment, les instructions fiscales liées au BOFIP qui vont avec. Et puis, évidemment, dans le cadre juridique, il y a toujours les aspects de doctrine liés bien, aux rescrits, aux contrôles fiscaux ou aux décisions des tribunaux administratifs. Je ne sais pas si tu veux compléter ici, Oui, Martin. tout à fait. Non, non, effectivement, le cadre juridique, il est assez classique. Mais ce que tu disais, Anthony, c'est que
c'est un dispositif qui est relativement jeune. 2019, en temps fiscal, c'était encore une première jeunesse. Et on arrive aujourd'hui, et notamment en 2025, on a eu, surtout sur la fin d'année, les premières décisions rendues par des tribunaux administratifs concernant l'IP Box. C'est important parce que le dispositif, si on a les grandes lignes, aujourd'hui, on voit qu'il se façonne au travers du temps. Et on a une position aujourd'hui d'administration qui est très claire. Mais on voit aujourd'hui que les tribunaux, qui in fine connaîtront l'interprétation du dispositif en dernier ressort, commencent à rendre des décisions sur le sujet. On en parlera un petit peu après. Il y a des décisions attendues sur certains points, dont on verra éventuellement l'issue d'ici quelques mois, peut-être années. Voilà. Donc voilà pour le cadre juridique. Donc, sur la présentation générale du dispositif, donc effectivement, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que finalement, ce dispositif donne lieu à une réduction du taux d'imposition classiquement de 25% en impôt sur les sociétés. L'IP Box permet une réduction d'impôt qui donc réduit à 10%, donc concrètement 15% de réduction d'impôt. On va le voir sur les revenus et les bénéfices plutôt liés aux actifs concernés. Donc on va voir les détails, mais enfin, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est une réduction du taux d'imposition, donc qui passe de 25% à 10%. Donc le principe, évidemment, c'est de favoriser la création de propriété intellectuelle au sein de l'Union européenne. Alors peut-être une petite précision peut-être à ce stade, parce que ce sera important, je pense, pour la présentation à la fin du calcul et des modalités de mise en œuvre. Je pense que c'est toujours intéressant de préciser pourquoi ce dispositif existe, parce que quand on comprend pourquoi il a été réformé, on comprend comment il fonctionne. Peut-être dans les grandes lignes, c'est vrai que ça c'est indiqué, ce sont des travaux qui sont issus de l'OCDE, des BEPS, comme les prix de transfert, et qui, comme je vous le disais tout à l'heure, visent à éviter l'érosion de la base taxable. Pourquoi? Parce que on a observé une pratique auparavant sous les anciennes patent box qui visait, pour certains groupes de sociétés, à pratiquer un regroupement des actifs incorporels au niveau du groupe de sociétés pour les loger dans une société, une entité qui bénéficiait, enfin dans un État qui soumettait ses revenus à des taux très réduits et en plus en contrepartie de très peu de conditions. Cela conduisait donc à une refacturation intra-groupe très importante parfois, au niveau du groupe, et donc à un transfert des actifs incorporels au niveau du groupe vers cette entité qui refacture ensuite toutes les filiales du groupe. Cette pratique, elle a été jugée comme fiscalement dommageable parce que finalement, on avait un transfert des actifs incorporels, des droits de propriété intellectuelle, notamment des brevets, qu'à des fins d'optimisation fiscale. C'est contre cela que vise à lutter l'IP Box. Donc, comme Anthony, tu le disais, c'est-à-dire il n'y a pas de difficulté, nous dit le texte, pour avoir un taux d'imposition réduit à 10%, avoir un taux réduit, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, il faut conditionner cet avantage fiscal au fait de ne pas se placer dans cette ancienne pratique de délocalisation de l'IP à des fins de pure optimisation fiscale. Donc ça, c'est vraiment le cœur et le but poursuivi par le dispositif. Et tout ce qu'on verra après, finalement, vise, notamment au travers du ratio Nexus, à contourner cette pratique qui a été jugée comme étant dommageable. Donc voilà, on voit au niveau européen qu'il y a différents taux qui s'appliquent, mais effectivement en France, on est bien à 10%. Alors, quelques définitions juridiques, là, Martin, pour savoir concrètement de quoi on parle. Alors, effectivement, dans le dispositif, on peut pouvoir parler d'actifs incorporels, d'actifs immatériels. Il s'agit donc d'actifs au sens fiscal et comptable, sont principalement considérés dans le dispositif en tant qu'actifs des droits de propriété intellectuelle. Donc, on verra après, les droits seront énumérés, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est quand on parle d'un actif incorporel, on parle de droits de propriété intellectuelle limitativement énumérés. Actif immobilisé, c'est important parce que l'article 238 dit que l'IP Box s'applique à
des droits de propriété intellectuelle qui ont le caractère d'actifs immobilisés. La doctrine fiscale a précisé notamment cette notion et la jurisprudence. Tout d'abord, la doctrine fiscale nous dit qu'au cas particulier de l'IP Box, les actifs n'ont pas à être immobilisés en pratique. Les dépenses qui ont permis de développer l'actif peuvent avoir été passées en charge sans difficulté. Simplement, il faut quelle est la nature de dépenses immobilisées. Donc là, ce sont les critères classiques, notamment un récif du Conseil d'État de 96, qui nous dit qu'il faut que l'actif soit une source régulière de profit, qu'il ait une pérennité suffisante, qu'il soit cessible. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut que ça soit un actif qui soit détenu de manière pérenne par l'entreprise et pas un actif qui était acquis et, par exemple, revendu, enfin, en tout cas, qui était développé en but de sa revente. Ça, c'est le premier élément. Brevet, donc c'est un des premiers droits dont on veut parler, droit de propriété intellectuelle. Le brevet, la spécificité, c'est qu'il y a un dépôt. C'est important de noter ça, c'est que la constitution des droits est réalisée au niveau du dépôt, sous réserve que l'invention qu'on veut protéger remplisse 3 critères, qu'elle soit nouvelle, donc le critère de nouveauté, qu'elle fasse preuve d'activité inventive, c'est-à-dire que pour un homme du métier, il n'a pas été évident à la date du dépôt de créer cette invention, et enfin qu'elle applique qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Donc ça, c'est un critère, bon, un peu moins sous la plupart du temps, ce critère est rempli. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur le brevet, c'est il y a un dépôt et un titre et un examen, souvent par les offices, un premier examen de validité du brevet au stade du dépôt. Je pense que pour ces définitions... Ouais, les définitions, voilà. donc certificat complémentaire de protection. Donc ça, c'est effectivement en matière pharma. Ça vient finalement prolonger la durée de vie du brevet compte tenu de certaines difficultés administratives d'obtention, d'autorisation, etc. Donc parfois, on a une prolongation via un CCP qui, on verra, dans le scope du périmètre de l'IP Box. Les droits Droit, d'exploitation liés à ces protections. Tout à fait, ça c'est. On va parler de droit d'exploitation. Donc on va voir qu'on va parler des revenus associés à des cessions et des concessions de licence. Un droit d'exploitation, c'est finalement une concession. On va souvent qualifier ça de concession de licence, dans le sens où c'est une cession, enfin la concession, une location finalement sur les droits à destination de l'utilisateur final. Ça peut être donc un droit d'exploitation sur une œuvre protégée, dont le logiciel fait partie, ou sur une invention protégée par brevet. Donc l'IS, je pense que tout le monde sait de quoi on parle. Donc effectivement, on est sur un dispositif qui concerne l'impôt sur les sociétés, hein, donc réduction du taux d'impôt sur les sociétés. Donc évidemment, il faut être une société assujettie à l'IS, hein, bien entendu. Et le logiciel, alors tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'un logiciel, mais enfin, il y a quand même une définition fiscale. Tout à fait. Donc la définition qui est issue, donc le texte n'est pas forcément très parlant. On nous dit le logiciel protégé par le droit d'auteur. L'instruction fiscale fait un renvoi explicite au code de la propriété intellectuelle et donc on rentre dans le champ de la définition en IP qui, depuis 1985, pose de nombreuses difficultés parce que la notion d'originalité en matière de logiciel, elle est initialement connue par les tribunaux dans le cadre des actions en contrefaçon et notamment des actions reconventionnelles en nullité. L'appréciation de l'originalité est quelque chose de très délicat parce que la jurisprudence et sous l'impulsion notamment du droit de l'Union européenne est venue préciser un peu les critères en indiquant dans les grandes lignes que donc ce qui nous intéresse initialement, c'est le logiciel qui ne met pas en œuvre finalement une logique simple et contraignante informatique. Ça, c'était les premiers arrêts assez connus, Pachot, etc. Les critères sont un peu définis. On a aujourd'hui un critère lié à l'effort créatif du développeur, étant précisé que souvent, et ça, ce sont les a priori, l'originalité du logiciel ne réside pas dans ce que l'on pourrait penser à première vue. Souvent, on va s'attacher à l'intérêt commercial, l'intérêt de la fonctionnalité du logiciel, etc. On n'est pas du tout là-dessus. La protection du logiciel porte sur son architecture, son code, et c'est au travers de cela qu'on doit apprécier cet effort créatif. Ce n'est pas parce qu'un logiciel, on va dire en quelque sorte, a un succès commercial incroyable, que pour autant son code et son architecture est original. Et
l'inverse est vrai également. C'est-à-dire que parfois, on peut Mm. avoir un logiciel qui, finalement, n'a pas tellement d'intérêt en tant que tel, mais dans son développement, il y a eu cet effort particulier qui donne emprise à la protection par le droit d'auteur. Donc voilà, dans les grandes lignes, Il résumées. y a cette notion d'originalité dans le développement du logiciel qui est centrale, hein. Exactement. Alors, les droits éligibles en IP-Box, donc propriété intellectuelle, mais de quoi parle-t-on? Donc, effectivement, on a en premier lieu les brevets et les certificats associés aux brevets, hein, bien sûr. Donc là, on est sur la propriété industrielle. Donc, évidemment, les brevets sont éligibles. Les certificats d'obtention végétale, hein, donc là, on est vraiment dans les biotech spécifiquement, donc il y a un titre de propriété industrielle spécifique qui s'appelle les certificats d'obtention végétale. Les logiciels, donc, qui sont à la base protégés par le droit d'auteur, donc on vient d'en voir la définition. Donc, le logiciel original est protégé par le droit d'auteur, donc, et en tant que tel éligible, pas forcément besoin d'avoir un titre associé. Et puis, les procédés de fabrication industrielle, également, dans certaines conditions, sont également éligibles. Je sais pas si tu as des compléments ici, Martin. Dans les grandes lignes, non, ce qu'on peut préciser, c'est que les brevets, souvent la question revient, ça s'applique parce qu'un brevet, la délivrance d'un brevet peut prendre un certain temps, même un temps très important, notamment pour les demandes de brevets en Mm. Europe, européen, donc qui n'est pas un titre, comment dire, enfin qui fait l'objet d'un examen auprès de l'OEB. On peut avoir des délivrances, parfois, qui peuvent durer 5 ans, 6 ans, 7 ans, depuis 9 ans, sur une durée de vie de 20 ans. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut générer des revenus de cession ou de concession sur une demande de brevet. Et c'est pour ça que l'IP Box concerne tant les demandes que les titres délivrés. Donc ça, c'est le premier point pour les brevets. Bon, certificat d'obtention végétale, je passe rapidement dessus. Et logiciel protégé par l'auteur, on en a parlé. Procédé de fabrication industrielle, c'est un savoir-faire un peu particulier. C'est un savoir-faire qui doit être en lien avec l'opération de recherche et qui est avec comment dire, un lien indéfectible avec des inventions brevetées qui font et qui sont du coup qui font l'objet de cessions de concessions. Classiquement, un des critères d'ailleurs, c'est que cette concession sur ce savoir-faire, sur ce procédé de fabrication industrielle, soit réalisée dans le même contrat qu'une concession de licence sur un brevet, et que ce savoir-faire soit en lien direct, en résumé, avec l'invention couverte par le brevet. Donc voilà sur les droits éligibles. Alors, effectivement, les principes généraux, donc on a compris que on avait la possibilité d'accéder à un taux réduit d'IS de 10%. Donc cette réduction du taux d'imposition à 10% donc, concerne plus particulièrement donc, la cession. Donc cession, c'est quand on a une vente du droit de propriété, de la concession ou de la sous-concession. Donc là, effectivement, on n'est plus sur des licences d'exploitation. Donc les revenus considérés, on va le voir dans le calcul du dispositif, sont liés à des opérations de cession ou de concession de ces droits de propriété intellectuelle. Donc effectivement, on est sur une incitation évidemment, tout ça est fait pour inciter à la localisation de ces actifs en France, en l'occurrence, en sachant que ce dispositif d'IP Box est cumulable avec les autres dispositifs fiscaux que vous connaissez plus ou moins, donc le crédit d'impôt innovation, le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt collaboration recherche, qui est lui moins connu en l'occurrence, et le statut de jeune entreprise innovante. Donc évidemment, on a un dispositif qui est cumulable avec les autres dispositifs fiscaux, bien entendu. Alors peut-être petit point particulier sur la cession. Martin. Oui, tout à fait. L'opération de cession, elle a un champ d'application qui est plus limité que la concession, parce qu'on a deux critères qui s'ajoutent. C'est qu'en cas d'opération de cession, il ne faut pas qu'il y ait un lien de dépendance
entre le cédant et le cessionnaire, première chose. Et deuxième, il faut que l'actif incorporel, en principe, ait appartenu à l'entreprise depuis plus de 2 ans, sauf encore une exception dans le cas où il a été créé et développé par la société. L'idée majeure, c'est surtout sur le lien de dépendance, parce que ça exclut du périmètre du champ d'application de l'Epibox toute opération intragroupe conclue de cession d'actifs entre des entités liées. Donc ça, c'est la première chose qu'on rencontre assez fréquemment. L'autre subtilité, c'est la sous-concession. Si de prime abord, c'est une opération qui est éligible, je ne vais pas te rentrer dans le détail, mais il y a des conditions qui se rajoutent sur le traitement de la sous-concession, notamment au sein des groupes finalement intégrés, qui peut parfois poser des difficultés. Donc là, il faut regarder, on en parlera peut-être un petit peu à la fin, mais il faut bien regarder dans le détail pour l'opération de sous-concession. Alors, sur plus particulièrement les logiciels, donc on est évidemment sur la définition du logiciel qu'on a exprimé tout à l'heure. Donc, ce logiciel dit original, donc effectivement, est protégeable par le droit d'auteur. Donc, ce logiciel, effectivement, doit résulter d'un effort créatif du développeur, hein. Donc, encore une fois, la notion d'originalité, d'effort créatif de la part du développeur, alors qu'ils peuvent être une notion un peu floue, mais qui peut donner lieu à interprétation, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se définit. Donc c'est une œuvre originale dans sa conception. Donc effectivement, ça ne doit pas être simplement une reprise d'un code existant ou une traduction ou une simple adaptation d'un code. Il doit vraiment y avoir une création d'un code original. Donc l'aspect esthétique, utilitaire ou purement applicatif ou lié à un système d'exploitation particulier, a priori ne rentre pas dans ce cadre-là, hein, Martin. Non, tout à fait. Ce qui est vraiment important, c'est une fois de plus, parce que bon, j'ai un peu spoilé tout à l'heure, c'est de se focaliser sur le code. C'est très important de repartir du code pour démontrer l'originalité du logiciel. Ça amène aussi à un sujet qui est assez connexe, qui est un sujet qu'on rencontre fréquemment, qui est que un principe assez connu, c'est que c'est bien d'avoir un droit, mais encore il faut-il être capable de le prouver. Et le problème du logiciel, au-delà de l'originalité, de la difficulté, de la subjectivité de la notion, pose souvent une difficulté de datation. Parce que, comme je vous le disiez, le brevet, lui, est déposé. Il y a un titre, une date de dépôt et donc une date de départ de protection qui est matérialisée dans ce dépôt. Ce n'est pas le cas du logiciel. La création emporte protection. Donc, le simple fait pour un développeur de mettre au point un code original suffit à obtenir cette protection via le droit d'auteur, mais encore faut-il être capable de démontrer à quelle date et quelle était la forme du code à cette date. Donc tout ça, ça pose un problème de datation. C'est pour ça que classiquement, on conseille plutôt de procéder à des dépôts du code. Il y a des types de dépôts possibles, notamment le plus connu, c'est l'Agence de protection des programmes, pour avoir une datation certaine et être capable de démontrer qu'à une date certaine, on était bien titulaire et créateur de ce code. Ça peut du coup faciliter, notamment dans le cadre de l'IPbox, mais au-delà de ça, ça permet également de sécuriser ses droits et d'éviter ce qu'on peut voir malheureusement souvent dans le cadre de contentieux judiciaire, des sociétés qui ont bien développé des logiciels qui semblent originaux, mais pour lesquels finalement elles sont déboutées dans le cadre des actions contrefaçon parce qu'elles sont incapables de démontrer qu'à une date certaine, à une date donnée, elles étaient bien titulaires du code dans cette forme et cette version. Donc c'est pour ça que c'est important en tout cas de garder à l'esprit qu'au-delà de la protection, il y a la question de la datation qui est bien souvent évoquée. Alors effectivement, les logiciels sont souvent, pas tout le temps, mais souvent commercialisés en mode SaaS. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans les revenus qui vont être pris en compte dans le calcul de l'IP Box, on va le voir après, ne prennent en compte que la part uniquement liée à la licence d'exploitation du logiciel. Parce que quand on vend un logiciel en SaaS, évidemment, il y a plusieurs types de revenus qui peuvent être liés à l'hébergement, à la formation, au support client, etc.
Donc, ces revenus-là ne seront pas pris en compte. Les revenus pris en compte ne concernent que les revenus liés aux licences d'exploitation du logiciel. Donc, il va falloir faire un tri dans les revenus et être capable de déterminer simplement la part liée à la licence et, je veux dire, retrancher les autres revenus. Donc, ça peut nécessiter d'appliquer des clés de répartition pour déterminer les revenus uniquement liés aux licences d'exploitation. Donc, le mieux étant que ce soit clairement exprimé dans les aspects contractuels, les CGV ou les contrats, pour déterminer vraiment la part des revenus liés à l'exploitation. Je sais pas s'il y a des compléments ici, Martin. Non, non, effectivement, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on s'intéresse surtout ici au cas du SaaS et du logiciel qu'on rencontre assez fréquemment, Ouais. parce qu'en matière de brevet, la question, elle est souvent plus tracée sur cet aspect-là. Mm. Souvent, on a des contrats qui distinguent bien la concession de licence en matière de brevet et d'autres prestations d'assistance ou autres qui pourraient être fournies. Parfois, on a le cas de la concession de savoir-faire, mais ça, on en a parlé, c'est le procédé de fabrication industrielle, et potentiellement, on peut aller rechercher également le revenu si les deux sont compris au terme du contrat. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que le SaaS, c'est un vrai sujet parce qu'on le rencontre actuellement très, très, très fréquemment, avec un revenu global qui va englober différentes prestations. C'est pour ça que l'instruction fiscale, donc là, c'est bien issu de l'instruction fiscale, nous dit, dans cette hypothèse, vous pouvez avoir recours à une méthode de ventilation. Enfin, faut ventiler quand le revenu est lié à différentes prestations. Et dans cette hypothèse, il y a différentes méthodes qui sont avancées, notamment les comparables. Donc, parfois, on peut avoir recours à des comparables lorsque c'est une solution un peu spécifique qui a fait l'objet de la concession, par exemple, d'une licence brute sans autre prestation, et parfois elle est commercialisée avec d'autres prestations. Donc là, ça peut arriver qu'on puisse utiliser du coup le comparable, le coût, sans les prestations pour pouvoir montrer la valeur de cette licence. Fréquemment, quand c'est pas possible, on arrive sur des méthodes de ventilation, on nous dit notamment les coûts de revient, on va déterminer la part des coûts liés aux prestations couvertes par le contrat, et finalement, pour appliquer une méthodologie qui permet d'identifier le simple droit d'exploitation à l'exclusion de ces prestations. Donc c'est là où il y a cet exercice au niveau des revenus qui implique, dans le cas de l'IP Box, d'aller finalement travailler sur ces revenus pour ventiler au mieux et ne garder que le revenu éligible à l'exclusion des autres. Et ça, c'est un point effectivement qui est aujourd'hui scruté également par l'administration. Alors, sur le calcul en tant que tel, alors on a essayé de simplifier au maximum le calcul. Donc, effectivement, ce calcul donc, vise à déterminer un résultat qui sera donc imposé à 10%, hein, donc qui bénéficiera du taux réduit à 10%. Et comment se calcule ce résultat? Eh bien, c'est la multiplication du résultat. Donc, on va voir comment on calcule précisément le résultat, mais enfin, vous avez commencé à comprendre qu'il s'agit des revenus tels qu'on les a définis, donc des revenus liés à l'exploitation des droits de pays, fois un ratio Nexus, ce qu'on appelle un ratio Nexus, on va voir ce que ça veut dire. Et donc la multiplication de ces deux éléments permet de déterminer un résultat qui bénéficiera donc du taux réduit à 10%. Alors, sur le calcul spécifiquement du résultat, comment on détermine le résultat qui sera considéré. Donc, effectivement, les revenus acquis au cours de l'exercice tirés des actifs incorporels éligibles, hein, donc tels qu'on les a vus, donc uniquement ces revenus-là, hein. Donc, encore une fois, il va falloir être en mesure de déterminer précisément quels sont ces revenus moins les dépenses de R&D, donc on est bien sur la notion aujourd'hui de R&D, qui se rattachent directement à ces actifs et sont réalisés directement ou indirectement pour l'entreprise. Donc on a bien des revenus et des dépenses qui sont liés au développement et à l'exploitation de ces actifs uniquement.
hein. Donc, c'est uniquement je veux dire, ce résultat qui est censé à un moment donné être bénéficiaire, qui pourront bénéficier donc du taux réduit à 10%. Donc, le travail en amont de retranchement ou de fait d'isoler précisément les revenus et les dépenses liés uniquement à ces actifs. Donc, c'est déjà un travail en amont pour calculer ses revenus et ses dépenses. Donc, dans les dépenses de R&D, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Alors, ce sont des dépenses de R&D qui recoupent en partie uniquement les dépenses liées au CIR. Donc, évidemment, on va y retrouver les dépenses de personnel, hein, donc les personnels impliqués dans les développements. L'externalisation, donc la sous-traitance de R&D compte évidemment. Les éventuelles matières premières, l'acquisition d'installations techniques, les dépenses d'acquisition ou de création de droits de propriété intellectuelle, les redevances dues par l'entreprise et des frais de mise et de maintenance des droits de pays. Donc voilà on va dire l'assiette des dépenses éligibles. Certaines dépenses ne le sont pas en l'occurrence, donc il n'y a pas de notion de frais généraux dans les dépenses éligibles. Les coûts afférents aux bâtiments, aux terrains ne sont pas éligibles. Les frais et charges relatifs aux emprunts non plus. Les défenses de droits, les coûts liés aux défenses des droits de pays ne sont pas éligibles. Les dépenses de normalisation ne le sont pas non plus. La veille techno ne l'est pas. Et les frais de cession d'actifs non plus. Donc, il y a des différences quand même entre les assiettes CIR et les assiettes ici éligibles à l'IT Box. Donc voilà la nature des dépenses. On ne rentre pas dans les détails, mais voilà, globalement, ce qu'on intègre dans l'assiette des dépenses. Alors peut-être une petite précision sur la nature des dépenses. C'est vrai que Oui, donc Anthony, aujourd'hui, on parle de dépenses de R&D au sens du CIR. Alors pour être précis, l'article 238 du Code général des impôts parle de dépenses de recherche et développement en lien avec la création et le développement de l'actif. Donc ça, c'est la formule visée par le texte. L'instruction fiscale prévoit que dépenses de R&D au sens de l'article 238 du CGI, il faut effectivement entendre dépenses de R&D au sens de l'article 244 quater B du CGI, c'est-à-dire du CIR. Ça, c'est la position de l'instruction fiscale. Cette position aujourd'hui, elle est contestée. Elle est contestée devant les tribunaux parce qu'elle a un impact, on le verra, sur le calcul du ratio Nexus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est l'interprétation de l'administration et finalement, c'est l'interprétation qu'elle suit. Mais il n'est pas exclu, à l'avenir, en tout cas, que cette position soit infirmée par les tribunaux ou confirmée, ce qui pourrait amener quand même à des modifications assez significatives sur les calculs des assiettes, d'une part de l'IP Box sur le résultat, et ensuite on verra sur le calcul du Nexus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la situation à date, mais c'est un point en tout cas d'attention à avoir dans un avenir qu'on espère proche, ouais, qui permettra d'avoir plus effectivement, de parce visibilité que dessus. sur le fond des dépenses de développement liées donc à des produits ou des logiciels qui peuvent donner droit à de la propriété, fondamentalement ne sont pas forcément des dépenses de recherche et développement à proprement parler, telles qu'on l'entend dans le CIR et via le manuel de Frascati. Il n'y a pas de raison que ces dépenses de développement soient forcément des dépenses de recherche et développement. C'est d'ailleurs rarement le cas sur du logiciel, enfin, en tout cas, c'est pas toujours le cas. Des dépenses de développement sur un logiciel ne sont pas forcément des dépenses, des actions de recherche et développement à proprement parler. Donc, effectivement,
Là, il y a effectivement un point en débat là-dessus. Mais en tout cas, toujours est-il que, à l'heure où on se parle, on est bien sur des dépenses de R&D uniquement telles qu'on l'entend dans le CIR. Donc ça veut dire que concrètement, les entreprises éligibles à l'IT Box potentiellement sont les entreprises aujourd'hui éligibles au CIR. Voilà, donc ça restreint quand même le champ d'application du dispositif, en tout cas à l'heure où on se parle. Tout ça, effectivement, peut être remis en cause dans les mois qui viennent. Donc, effectivement, en lien direct, donc ces dépenses en lien direct avec la création, l'acquisition, le développement des actifs incorporels éligibles. Donc, en sachant qu'il peut y avoir plusieurs actifs incorporels considérés, donc il va falloir là aussi faire un travail de répartition de ces dépenses liées à différents actifs. Et ces dépenses, donc, comme on l'a vu dans l'assiette, peuvent être réalisées directement ou indirectement via de la sous-traitance par l'entreprise. Donc, voilà, on a vu globalement qu'on pouvait déterminer le résultat de l'exercice, donc encore une fois cantonné au périmètre lié aux actifs en question. Euh, et vient moduler tout ça, le fameux ratio Nexus, dont on peut dire qu'en fait, il a pour vocation à inciter à plutôt aux dépenses internes de l'entreprise plutôt qu'à de la sous-traitance. Donc l'idée, c'est de maintenir les dépenses plutôt en interne. Donc ce ratio Nexus, comment il se calcule? Donc en fait, c'est un ratio qui prend au numérateur donc les dépenses de R&D telles qu'on les a définies, réalisées par l'entreprise en interne, on va dire, hein, directement par l'entreprise, multiplié par un taux de 1,3 hein, ou 130% sur les dépenses totales de R&D internes et externes réalisées par l'entreprise. Donc évidemment, plus les dépenses internes sont importantes sur les dépenses totales, plus ce ratio Nexus est favorable. Et plus évidemment le taux et le bénéfice lié au taux réduit est important. Donc ici, on favorise clairement le fait de conserver ces dépenses de R&D en interne dans l'entreprise. Peut-être une petite précision, quand même, il y a une spécificité, c'est que sont considérées comme des dépenses internes les dépenses de sous-traitance exposées auprès d'entités avec qui le contribuable n'a pas de lien de dépendance. C'est-à-dire Mm. qu'au numérateur seront intégrées les dépenses de sous-traitance non liées. C'est-à-dire Mm. qu'au dénominateur, on y ajoute les dépenses liées, c'est-à-dire toute sous-traitance qui pourrait être réalisée par une entité au sein du groupe, ou que soit d'ailleurs localisée l'entité. On en parlera un peu après, il y a une exception qui est l'intégration fiscale, mais globalement, la règle, c'est que ce qui vient dégrader ce ratio, ce sont les dépenses de R&D de sous-traitance liées et d'ailleurs aussi également les dépenses d'acquisition de propriété intellectuelle. On y Mm. ajoute les dépenses, pourquoi? Parce que le dispositif considère que si on acquiert un droit de propriété intellectuelle clé en main, entre guillemets, on n'a pas exposé de dépenses en lien avec la création d'actifs, et donc cette dépense d'acquisition va aller au dénominateur. Donc une fois de plus, ce ratio, c'est ce que je vous expliquais en introduction, c'est lui qui va permettre un instant T de voir comment a été développé cet actif. Et si je prends le cas extrême de l'entité, par exemple, je ne sais pas, une entité qui a placé tous ses actifs au sein d'une structure localisée dans un pays fiscalement exotique, eh ben, dans cette hypothèse, on serait sur, et sous réserve que ce pays applique l'approche Nexus, on serait dans un cas où l'intégralité des dépenses réalisées par la filiale irait au dénominateur. On n'aurait donc pas de dépenses faites par cette entité au numérateur, ce qui amènerait à un ratio de 0%.
Voilà. Mm. Ça, c'est le cas extrême contre lequel finalement le dispositif veut lutter. Alors, c'est pas forcément blanc-noir, ça peut être gris. Parfois, on peut avoir une partie des dépenses au sein du groupe exposées par des entités liées. Et dans ce cas-là, on va avoir un ratio qui va être dégradé, certes, mais qui ne sera pas de 0 ou de 100%, qui sera entre les deux. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir en plus, je pense, sur la calcul du Ouais, Nexus. tout à fait. Donc, quelques points particuliers à ajouter, Martin, là-dessus? Alors oui, alors effectivement. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié une petite précision. Le Nexus, on a la faculté de calculer historiquement, ou le dispositif nous permet de le faire depuis 2019. C'est un ratio incrémental qui va cumuler les dépenses de recherche et de développement depuis 2019. Donc on n'est pas sur quelque chose on n'est pas sur une valeur nominale. On est sur un rapport, un ratio qui nous dira quel pourcentage du coût du résultat net est éligible au taux réduit sur l'exercice. Donc ce ratio, c'est important de garder à l'esprit qu'il va s'incrémenter d'année en année et Oui. on va ajouter au numérateur, au dénominateur, ces dépenses en fonction de la manière dont elles ont été exposées par Voilà. le contribuable. Ouais, effectivement. Alors, ce Nexus, il se Euh, calcule en cumulant les années et pas sur une année N considérée. voilà. Et puis, il peut arriver qu'il y ait certaines années, on n'ait pas de dépenses. Hein. C'est pas grave, dans ce cas-là, le ratio n'évolue pas sur l'année, on continue à appliquer le même ratio. Donc, les cas particuliers, l'intégration fiscale est un point assez important parce que l'intégration fiscale, donc c'est une entité mère qui opte pour l'intégration fiscale au sein vis-à-vis des entités filles du groupe, finalement va être redevable de l'impôt pour toutes les entités du groupe. Ce qui veut dire que dans cette hypothèse, l'IP Box prévoit un régime particulier, l'option étant exercée par l'entité mère pour et sur les actifs détenus par toutes les entités au sein du groupe. Donc, elle va avoir finalement une faculté d'option et de choisir si elle va opter pour tel et tel actif détenu par ses filiales. Et elle va déterminer un résultat d'ensemble sur ces actifs au niveau du groupe. Donc finalement, l'intégration fiscale, elle présente une spécificité qui est que si avant l'entrée d'intégration fiscale, une entité qui portait un actif pouvait opter pour l'IP Box, lorsqu'elle va rentrer dans un périmètre d'intégration fiscale, c'est l'entité mère qui va retrouver une faculté d'option pour l'IP Box. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'intégration fiscale va être une exception à la règle qu'on présentait tout à l'heure sur le ratio Nexus, qui veut que les dépenses de R&D exposées par des entités liées dégradent le ratio Nexus. En présence d'un groupe fiscalement intégré, les dépenses entre entités liées vont au numérateur du Nexus et pas au dénominateur. Donc finalement, on raisonne comme si le groupe était une seule et même entité et on ne va pas avoir cet effet négatif en intégration fiscale des dépenses de R&D qui vont dégrader le Nexus. Dernier point, et pas négligeable, c'est que pour éviter, sous-entendu, des entrées d'intégration fiscale qui a des fins d'optimisation du coût du ratio Nexus, le législateur a prévu un garde-fou qui est que lorsqu'un actif rejoint un périmètre d'intégration fiscale, en principe, l'entité mère qui va opter va devoir reprendre au titre du premier exercice de l'option la valeur vénale de l'actif au jour de son entrée en intégration. Et cette valeur vénale doit être portée aux diminutions du résultat net et au dénominateur du nexus. Pour faire simple, finalement, lorsqu'on a une intégration fiscale et l'instruction fiscale est dite postérieure au 1er janvier 2019, on peut avoir un effet très néfaste lié à la reprise de la valeur vénale de l'actif en diminution de l'avantage. Donc ça, c'est un point qui doit être regardé et scruté de près, notamment lorsqu'il y a des intégrations fiscales, on va regarder ce qu'elle est antérieure ou postérieure au 1er janvier 2019. Et si elle est postérieure, on doit en tout cas voir si cette valeur vénale dégrade largement ou non l'avantage fiscal. En tout cas, ça, c'est un point à regarder. Ça, c'est l'intégration fiscale. L'autre point dont je parlais un petit peu tout à l'heure, c'est la sous-concession. L'opération de sous-concession, de la même manière, elle est éligible. Donc, c'est une opération tripartiste, c'est-à-dire qu'il y a un titulaire qui concède à droit finalement à un licencié, et ce licencié a le droit, lui, de sous-licencier. C'est comme en matière immobilière, on aurait finalement l'acquéreur, le propriétaire d'un bien immobilier qui irait le louer et le locataire qui le sous-louerait. Voilà. C'est exactement cette répartition-là. Et dans cette hypothèse, l'entité qui est au milieu, c'est-à-dire le licencié, peut générer des revenus vis-à-vis du sous-licencié, donc opter lui-même pour la IP Box sur des droits, mais il n'est pas titulaire, il est simplement titulaire au titre de droit d'exploitation de sous-licence. Et dans cette hypothèse, le texte nous dit que pour calculer le revenu éligible au niveau du
du licencié, il faut reprendre ce que le licencié verse au titulaire initial pour pouvoir exploiter l'actif en diminution d'une part du résultat net et également du nexus. Ce qui a un désavantage assez important, c'est que finalement, ça va être que sur la partie le plus que va Oui, générer comme revenu la le balance, quoi. licencié vis-à-vis du sous-licencié, il va pouvoir reprendre au titre de l'IP Box. Le reste, sinon, va être neutralisé. C'est pour éviter finalement les doubles valorisations, Les c'est-à-dire doubles que valos. sinon, voilà exactement, si j'avais 100 et 100, bah, le titulaire et le licencié iraient valoriser 200, alors que finalement, grâce à ce mécanisme, il n'y a que des 100 qui vont pouvoir être pris. Donc, c'est là où il y a quand même une spécificité sur la sous-concession. Il faut être vigilant, c'est que, et surtout sur le fait que c'est notre dénominateur du Nexus, comme pour la valeur vénale, comme je disais pour l'intégration fiscale, ça peut avoir un avantage très négatif dans le cadre du calcul. Donc là, il faut vraiment le prendre avec des pincettes et regarder de près. Dernier point qu'on peut évoquer, qui est un sujet qui a été oublié dans le cadre de l'IP Box, ça a été l'impact sur le calcul de la participation. Parce que l'IP Box peut conduire à donc une double imposition, c'est-à-dire une imposition à 10%, une imposition à 25%, et donc on va diminuer le montant de l'imposition à 25%. Il y a des cas, même assez fréquents, où on se retrouve qu'avec une imposition à 10% et plus d'imposition à 25%. Or, le calcul de la réserve légale de participation dans le Code du travail se fonde sur le bénéfice, le résultat fiscal de l'entreprise taxé au taux de droit commun, c'est-à-dire au taux d'IS. Donc, quand on vient extourner un résultat taxé à 10%, on diminue de facto le résultat fiscal de la société. Et lorsque, je disais qu'à extrême, on n'a qu'un résultat à 10%, on n'a plus de résultat à 25%, on peut même annihiler le montant de la participation. Donc, se pose la question de l'impact. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été oublié parce que l'article prévoit plein de réintégrations, notamment d'autres résultats taxés à des taux réduits, etc. Mais la Box n'a pas été pris en considération. Dans cette situation, on a même eu une question qui a été posée au gouvernement sur le sujet, et le gouvernement dit effectivement, c'est un oubli du législateur, et il faudrait une loi ordinaire pour pouvoir y remédier. Chose qui n'a toujours pas été faite à date, donc on a toujours ce vide juridique. Il y a des moyens de contourner tout ça, notamment en anticipant via des accords dérogatoires, etc., pour réintégrer ce résultat. Donc, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que dans le cas de la mise en œuvre de l'IP Box, il faut réfléchir également un peu à ce qu'il y a en dehors du périmètre de l'IP Box, parce que parfois il y a des zones de friction, telles que la participation, et donc tout ça, c'est à anticiper. Tout à fait. Donc, merci pour ces points un peu particuliers. Alors, on va illustrer le calcul par un exemple. Donc voilà, un groupe industriel intégré. Donc effectivement, on a une holding et des filiales. Donc on a bien un groupe avec des entités liées donc, qui développent un logiciel, hein, Martin. Tout à fait. Alors, pour l'exemple, on n'a pas choisi de les mettre en intégration fiscale, qui est un cas assez fréquent, mais pour essayer de simplifier et de montrer un exemple un peu bateau, on va partir du postulat que on a une société ABA Holding, donc qui vend des boîtiers pour le secteur ferroviaire. Euh, Cette entité ABA Holding réalise une partie de travaux de R&D en lien avec la création et le développement de ces boîtiers, et elle sous-traite 20% de ses activités à une entité du groupe qui s'appelle ABA France. La société ABA Holding distribue auprès de ses filiales ABA les produits, et ces filiales vont les revendre finalement aux clients, aux utilisateurs finaux. Ça, c'est le cas assez classique. Dans cette hypothèse, ABA Holding concède donc un droit d'utilisation sur des logiciels qui sont embarqués. Donc ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais effectivement, c'est également un champ des possibles dans l'IP Box, c'est d'aller parfois rechercher du logiciel embarqué dans des produits et pas nécessairement un logiciel sur étagère. Donc, dans cette hypothèse, on va essayer donc ABA Holding est titulaire des droits sur le logiciel et souhaite opter au titre de l'IP Box. Donc, alors peut-être sur la slide d'après, je vais vous montrer les montants, enfin les calculs. Donc, on se dit dans l'exemple que ABA Holding, elle facture la vente des boîtiers aux entités du groupe pour 1 million d'euros en 2025. Ça, c'est le revenu total qu'elle génère pour la vente des boîtiers. On va aller regarder ventiler ses revenus, ce qu'on disait tout à l'heure, pour ne garder que la partie du coup éligible, à savoir la partie logicielle, à l'exclusion des coûts hardware, etc., des parties des revenus liés au hardware, aux autres revenus de prestations non éligibles.
On part du postulat, pour l'exemple, que la société ABBA Holding elle a un résultat fiscal sur l'exercice de 500 000 euros. Donc, si on veut mettre en place Happybox, première chose, on va calculer le revenu éligible. On va repartir des 1 million et via des méthodes de ventilation, on va identifier un revenu sur le logiciel à hauteur de 300 000 euros. Ça, c'est ce qu'on considère comme étant le revenu éligible. Ensuite, on va aller regarder les dépenses. Et on va regarder 3 types de dépenses. D'une part, on va regarder les dépenses de R&D en lien avec ces logiciels sur l'exercice. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 40 000 euros de dépenses de R&D qui ont été engagées. Ensuite, on va regarder quelles sont les dépenses de R&D depuis le dispositif pour calculer Nexus permet de se caper à 2019. Donc, part du postulat qu'on a fait ce choix. Et donc, pour la R&D réalisée par ABBA Holding, on a 800 000 euros depuis 2019. Les dépenses de R&D de ABBA France, elles, sont de 200 000 euros. À partir de là, on va donc calculer, première chose, le résultat sur l'exercice, première étape. Donc, c'est les 300 000 euros qu'on a identifiés de revenus liés au logiciel, moins les 40 000 euros de frais de recherche et de développement en lien avec la création de ce logiciel, ce qui nous donne un résultat net sur l'exercice de 260 000 euros. À partir de là, on va calculer notre ratio Nexus de manière donc, historique depuis 2019. Et on va classer les dépenses en fonction de la manière dont elles ont été engagées entre un numérateur et un dénominateur. Au numérateur, on met les dépenses réalisées directement par l'entité ABBA Holding, et donc le contribuable. Donc on va majorer donc, de 130%, ça c'est ce petit cadeau offert par le Nexus. Et au dénominateur, on va reprendre les mêmes dépenses, mais on va y ajouter les dépenses de R&D exposées par des entités liées, et en l'occurrence par la filiale ABBA France. Donc là, on est parti du postulat, pour l'exemple, qu'il y avait 800 000 euros de dépenses de R&D supportées par ABBA Holding depuis 2019 et que l'on a 200 000 euros par ABBA France. Donc, si je fais le calcul, 800 000 euros fois 130% sur 800 000 euros, donc je reprends les mêmes dépenses et j'y ajoute les dépenses exposées par l'entité liée ABBA France, 200 000 euros, ça me donne un ratio à 104%. Alors, dans cette hypothèse, le dispositif prévoit que, vu qu'il y a cette majoration des 130%, on peut aller au-delà des 100%, mais il y a un plafonnement à 100%. On va payer de l'IS à 10% sur 100% du résultat éligible et pas au-delà, sinon on paierait plus d'impôts à 10%. Donc finalement, on a un plafonnement lorsque on a un résultat, un ratio Nexus qui est égal ou supérieur à 100%. Donc, étape d'après, on multiplie le résultat sur l'exercice par le ratio Nexus qu'on vient de calculer. Donc là, 100%. Donc on a 260 000 euros fois 100%, ça donne 260 000 euros. Si on avait eu plus de dépenses de R&D exposées par ABBA France, qu'on a vu un ratio dégradé à 85% par exemple, dans ce cas-là, on aurait fait 260 000 fois 85%. Donc plus le ratio Nexus diminue, plus finalement on a une part du résultat sur l'exercice éligible qui diminue de facto. À partir de là, on a donc 260 000 euros de résultats taxés auto-réduits. On va à ce moment-là extourner et taxer séparément le résultat taxé auto-réduit du résultat fiscal taxé à 25%. Qui va nous donner donc un résultat, on a un résultat fiscal taxé à l'IS en principe à 500 000 euros. Et lorsqu'on extourne du coup ces 260 000 euros, on va se retrouver avec, au lieu de 500 000 euros à 25, avec 240 000 euros à 25%. Et donc on va avoir deux impositions. D'une part, les 260 000 euros qu'on a calculés de résultat Happybox à 10%. Donc là, on va avoir 26 000 euros d'imposition. Et on va garder du coup le reliquat des 240 000 euros qui restent à 25%, ce qui va nous donner 60 000 euros d'imposition. Tout ça pour dire que dans cette hypothèse-là, sur un résultat donc on a pris à 500 000 euros, on a une économie d'impôt d'environ 40 000 euros dans le cas présent. Il y a des cas assez fréquents et beaucoup plus complexes où on se retrouve avec un résultat imposé au taux réduit supérieur au résultat fiscal de la société. Dans cette hypothèse, l'idée, c'est pas de dire si j'ai 1 million de résultats taxés à 10% au lieu de 300 000 à 25, c'est pas de payer plus d'impôts à 10% finalement que de payer mon imposition à l'IS sans opter pour la Happybox. Dans ce cas-là, il y a un mécanisme un peu complexe que je ne vais pas développer ici, mais qui finalement permet de caper l'avantage
dans cette hypothèse en considérant qu'il n'y a plus d'imposition à 25 et que l'imposition à 10%, elle sera dans ce cas-là équivalente au montant du résultat qui a été antérieurement taxé à 25. Dans le cas présent, c'est 500 000 euros. Donc si on avait été sur un avantage maximum d'IP Box, on n'aurait plus d'imposition là à taux d'IS, au taux d'IS à 25, on aurait en revanche 500 000 euros à 10%. Voilà, ça c'est l'avantage maximum tel qu'on peut l'attendre. Après, ça peut être encore plus complexe parce qu'on peut avoir des histoires de déficit, de carry back, de carry forward. Enfin bon, je ne rentre pas dans le détail à ce stade, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un traitement fiscal qui peut être, voilà, dans le cas très simple avec une double imposition, ou qui peut parfois être un peu plus complexe avec des avantages un peu différents. Donc voilà ici les grands principes à retenir. Donc effectivement, on détermine un résultat uniquement lié à l'exploitation des droits de pays. Donc ici, en l'occurrence, 300 000 euros moins les 40 000 euros de dépenses éligibles. On applique, on calcule et on applique ce fameux ratio Nexus. Donc en l'occurrence, ici, c'est simple, c'est 100%, mais évidemment, dans certains cas, il peut être plus bas. Et donc, sur ces résultats IP-Box, sur lequel on a appliqué ce fameux ratio Nexus, ben, on vient appliquer le taux réduit à 10%. Et pour l'autre part de résultats non concernés par l'IP-Box, ben, évidemment, on applique toujours le taux initial de droit commun de 25%. Donc ici, en l'occurrence, effectivement, ça génère une économie d'impôt de presque 40 000 euros, donc 39 000 euros. En l'occurrence, donc, on comprend que ce dispositif IP Box commence vraiment à avoir de l'intérêt à partir du moment où on est en phase d'exploitation, de commercialisation, et que finalement le produit ou le logiciel commence franchement à générer une belle rentabilité. Donc là, c'est là où vraiment ça devient intéressant, même si il faut anticiper l'application de ce dispositif, notamment pour tracer les dépenses et pouvoir calculer ce fameux ratio Nexus, donc qui est un ratio cumulatif sur les dépenses potentiellement depuis 2019, hein. Donc il y a une certaine traçabilité à mettre en place, mais évidemment les bénéfices sonnants et trébuchants du dispositif ne sont identifiables qu'à partir du moment où il y a évidemment de la rentabilité qui est générée. Voilà, alors évidemment sur ce dispositif, notre rôle étant de temps, donc potentiellement il s'agit dans un premier temps de déterminer l'éligibilité au dispositif. Donc, vous avez compris, le dispositif est très spécifique. Ça ne concerne pas l'ensemble des entreprises assujetties à l'IS, loin de là. Donc, évidemment, il s'agit dans un premier temps de déterminer l'éligibilité au dispositif. Est-ce qu'il y a bien des droits de pays éligibles? Quels sont les revenus associés? Quelles sont les dépenses associées? Gros audit d'éligibilité au dispositif dans un premier temps. Et si éligibilité il y a, ben évidemment, on est là pour vous accompagner à mettre en place concrètement le dispositif, à la fois sur les aspects juridiques, techniques et économiques, pour pouvoir déterminer la fraction de résultats pouvant bénéficier du taux réduit. Donc, en synthèse de tout ce qu'on vous a présenté, donc 5 points essentiels à retenir à ce stade-là. Donc, effectivement, on est sur un dispositif qui permet de réduire le taux d'imposition à 10% contre 25% habituellement. Ça ne concerne que les droits liés à la propriété intellectuelle, donc brevets,
logiciels, et encore, on l'a vu avec cette notion d'originalité, des certificats d'utilité ou complémentaires, des procédés. Donc, on est uniquement sur les revenus liés à cette propriété intellectuelle et uniquement là-dessus. Donc, les dépenses de R&D associées, alors, on a vu la notion de dépense, mais effectivement, on doit être en mesure de justifier des dépenses liées au développement de ces actifs pour pouvoir faire nos calculs. On applique ce fameux ratio Nexus donc pour éviter les transferts entre entreprises liées. Donc il y a ce calcul du ratio Nexus qui est encore une fois cumulatif sur les années antérieures. Donc il faut être capable de le calculer. Et donc effectivement, on ne prend en compte que les revenus qui correspondent à l'exploitation des droits de propriété intellectuelle et uniquement cela. Et voilà, il faut faire ce travail de ventilation lié aux revenus de ces droits de propriété intellectuelle uniquement. Donc voilà, les points essentiels à retenir sur ce dispositif IPbox. Donc, si vous estimez être concerné actuellement ou estimez pouvoir être concerné dans les années qui viennent, donc on peut évidemment regarder la situation telle qu'elle est, quels sont ces actifs, quels sont les revenus liés à ces actifs, et est-ce que effectivement vous rentrez dans le cadre du dispositif à l'instant T ou dans les années qui viennent, parce que ça peut représenter financièrement quand même un avantage important dans le temps, à partir du moment où on a des actifs qui sont devenus rentables et donc assujettis à l'IS. Donc voilà pour l'essentiel. Martin, je ne sais pas si tu as des points à ajouter. Bon, bah écoutez, c'est clair. Bon, je pense que les grandes lignes ont été dites. C'est un dispositif qui, quand même, a beaucoup de petites subtilités. On n'a pas forcément le temps, etc., d'évoquer. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un dispositif aussi. C'est peut-être ce qu'on n'a pas dit qui doit être mis en œuvre de manière bien réfléchie, parce que l'option est engageante sur l'IP Box. C'est-à-dire que c'est pas un dispositif où on peut, comme d'autres, choisir d'opter une année et finalement de ne pas maintenir l'option parce que pas d'avantage, etc. On peut opter, on peut désopter, mais ce choix est stratégique dans le sens où on encourt, en cas d'absence de maintien de l'option pour un exercice, une déchéance sur l'actif sur lequel finalement on a cessé d'opter de l'IP Box à l'avenir. Ce qui veut dire que finalement, si on décide à un instant T de dire j'opte, on doit maintenir l'option tant qu'on souhaite bénéficier de l'IP Box. Et si un exercice, pour une raison X ou Y, on décide de ne pas maintenir cette option, ben finalement, on en perd le bénéfice pour cet actif à l'avenir. Donc, c'est un choix qui est important. Et sachant qu'il y a une certaine mise en œuvre assez systématique et très similaire d'année après année, c'est important de prendre un bon départ. Parfois, on s'aperçoit qu'il y a des dossiers qui ont été faits un peu sur un coin de table. On s'est dit, bah, finalement, on voulait opter, on l'a fait tout seul, etc. Moi, je le vois assez fréquemment. Et c'est vrai que malheureusement, on est assez contraint par ce qui a été fait en termes de périmètre d'options, en termes d'actifs, etc. Et c'est important, en tout cas, de faire ça de manière assez précise et rigoureuse dès le début pour éviter justement des désagréments et rencontrer un peu en pratique par la suite. Voilà. Bon, voilà, bah, on est dans le timing, ça passe vite. Dans les explications, on y est depuis 1 heure quand même. Donc on va clôturer là. Donc effectivement pour tous ceux qui souhaitent avoir des compléments d'information et encore une fois voir s'ils sont potentiellement éligibles, bah, évidemment on est à votre disposition et on sera heureux de pouvoir échanger avec vous sur l'IP Box. Bah, il me reste plus qu'à remercier Martin pour ces éclaircissements. Voilà, on est sur quand même un sujet assez complexe.
avec de la fiscalité, des droits de propriété intellectuelle. Donc, on est au carrefour de tout ça. Donc, c'est des sujets assez complexes. Donc, merci à Martin pour toutes ces explications. Et puis, Merci à à vous bientôt pour l'invitation. à tous. À très vite. Merci. Bonne journée.